Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu, le feuilleton des processeurs Intel instables. Ça continue, malheureusement. On entend aussi parler d'autres processeurs pour le LGA 1700, les tarifs supposés des Ryzen 9000 et autres joyeusetés. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors on commence avec la suite du feuilleton sans fin du problème d'instabilité des processeurs Intel génération 13 et 14 avec un message en provenance d'Intel. Alors j'avais fait un récap la dernière fois de tout ce qui s'était passé jusqu'ici, je vais pas le refaire mais je vous invite à aller voir la vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo si le sujet vous intéresse. Donc la fois dernière on avait entendu dire que les processeurs impactés par ces soucis d'instabilité ça pouvait aller jusqu'aux processeurs pour laptop, pour PC portables, qui ont aussi des plantages, et c'est là-dessus qu'Intel a décidé de s'exprimer en communiquant avec Digital Trends. Et effectivement, ils indiquent ici qu'il y a un faible nombre de laptops qui auraient des soucis d'instabilité, mais apparemment le problème serait différent de celui des PC de bureau. Alors, c'est bien, mais ça nous avance pas beaucoup, ça montre aussi que décidément, ces processeurs génération 13 et 14 ont quand même un paquet de problèmes divers et variés apparemment, et qu'Intel semble quand même être un petit peu dans un sacré pétrin actuellement. En parallèle de ça, les problèmes des processeurs pour PC de bureau continuent d'être analysés, commentés et recherchés. Après, tout le monde y va aussi de sa petite hypothèse, et ça fait du coup beaucoup de bruit. Donc la cause pour l'instant des problèmes des processeurs n'est pas définie, mais clairement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, principalement avec les i7 et i9 de génération 13 et 14. Et si on prend la dernière vidéo de Gamer Nexus sur ce sujet, on revient sur plusieurs points, suppositions et pistes sur d'où pourrait venir le problème. Donc c'est à prendre avec des grosses pincettes, et c'est surtout des pistes potentielles, mais il n'y a rien d'absolument certain sur ce qui a été avancé dans la vidéo, donc c'est important de le dire aussi. Alors déjà, Gamer Nexus est en contact avec plusieurs sources dans l'industrie, que ce soit des OEM ou intégrateurs système de plus ou moins grande taille, et sur un échantillon de plusieurs millions de processeurs, donc là c'est vraiment un gros contact, un gros distributeur ou OEM, je ne sais pas exactement. Les processeurs qui sont impactés par les soucis de stabilité seraient sur la liste qu'on voit ici à gauche. Alors après, on n'a pas le split exact au niveau des quantités ou quels processeurs sont plus impactés par rapport aux autres, mais bon, on se doute bien par exemple que les 13600K sont probablement moins impactés que les 13900K de tout ce qu'on a déjà entendu dire jusqu'ici aussi. Et comme vous le voyez ici, il n'y a pas de chiffre pour la génération 14 sur la liste, mais bon, ça paraît quand même évident que les mêmes références en génération 14 sont aussi impactées de la même manière, puisque ce sont exactement les mêmes processeurs, avec juste des fréquences plus élevées pour la plupart. Alors, la théorie d'une des sources de Gamers Nexus sur la cause du problème, ça serait un problème de fabrication, avec un problème d'oxydation sur certaines parties en interne du processeur, qui se dégraderait donc plus vite que la normale, particulièrement si le processeur a des fréquences élevées. Et une des manières de contourner le problème, ce serait de limiter le coefficient multiplicateur à 53 fois, donc 5300 MHz en boost maximum. Certains clients d'Intel seraient aussi en train de purger, et il y aurait aussi des retours de leurs inventaires de génération 13 et 14 à cause des problèmes de stabilité bien évidemment. Et un autre document en fuite indiquerait que le max au niveau des fréquences de RAM supportées officiellement, donc hors XMP, serait redescendu à de la DDR5 4800 mégatransfert au lieu des 5600 actuels. Donc c'est vrai que par rapport à la vidéo de Wendell de Level 1 Tech qu'on a vu la dernière fois, alors il y a des trucs qui se rejoignent, comme les histoires de RAM qui sont redescendus à des vitesses plus basses pour limiter le problème. Par contre là, il n'y avait pas eu les histoires dans la vidéo de chez Gamers Nexus des e-core qui avaient été désactivés pour aider à la stabilité. On avait aussi entendu dire à droite à gauche qu'il y avait des problèmes au niveau du ring, du processeur, enfin il y a
pas mal d'hypothèses et de théories qui circulent. Et dans la vidéo de Gamers Nexus, ça parle beaucoup de l'histoire d'oxydation, donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo de Gamers Nexus, tout en sachant qu'ici on parle de théorie, et que le problème, encore une fois, n'est peut-être pas celui-là. Donc bref, c'est quand même un sacré bourbier pour Intel toute cette histoire, et ce qui semble se dessiner plus qu'autre chose, c'est qu'au-delà des histoires d'overclock automatique des cartes mères qu'on soupçonnait à la base, même si ceci pourrait accélérer le problème, il semblerait surtout que ce soit les puces elles-mêmes qui aient un problème. Et que les processeurs affectés par ça finissent par devenir défectueux quoi qu'il arrive au fil du temps. Puisque non, tous les processeurs ne sont pas impactés non plus. Mais apparemment, quand le processeur commence à déconner, ça va juste être de pire en pire au fil du temps. Je dirais que la fin est un petit peu inéluctable. Alors ça ne veut pas dire que le processeur va complètement arrêter de fonctionner, mais ça veut dire qu'il sera instable dans certaines conditions. Donc la question bien évidemment, c'est comment Intel va gérer tout ça. Est-ce qu'un patch du microcode permettra de corriger ou contourner le ou les problèmes? Quel qu'il soit, on n'en sait rien. Et s'il y a un fixe qui arrive à un moment ou à un autre, est-ce qu'il y aura un impact au niveau des performances? Puisqu'on se rappelle qu'il y avait eu des fixes de failles de sécurité avec Meltdown et Spectre à l'époque, sur les anciennes générations de processeurs Intel, ça avait pas mal dégradé les performances. Donc, du coup, quand on sait aussi par exemple qu'il y a la prochaine génération de Ryzen d'AMD qui est sur le point de sortir, est-ce qu'Intel ne serait pas tenté d'attendre que les premiers tests de Zen 5 soient passés avant de sortir le fixe, si celui-ci a un impact sur les performances? Alors bon, ça fait un petit peu théorie du complot, dit comme ça, mais stratégiquement, ça ferait sens, même si ce serait plutôt moche. Donc bref, il y a beaucoup d'interrogations et questions qui restent en suspens, et c'est vrai que le manque de communication d'Intel sur le sujet est quand même très gênant. Depuis le temps que ça dure, je l'ai déjà dit la dernière fois, il serait quand même temps qu'il parle un petit peu plus de ce qui se passe, puisque là ça fait aussi de plus en plus de bruit, même peut-être un petit peu plus que la dernière fois. Peut-être aussi parce que ça traîne beaucoup trop. Et bon, en attendant que la situation évolue, évidemment, c'est compliqué de recommander les processeurs d'Intel actuels en dehors de la génération 12, et les processeurs qui sont des processeurs de génération 12 déguisés, en génération 13 et 14, comme le 13100, le 14100, les 13400, 14400 et tout ça. Donc bon, c'est toujours une affaire à suivre, et si votre processeur est instable actuellement, n'hésitez pas à faire jouer la garantie de votre matos, c'est pas une situation normale, et ça va pas s'arranger du jour au lendemain apparemment, donc si c'est déjà très instable, n'hésitez pas à faire marcher la garantie. Et du coup pour les rumeurs suivantes à prendre avec de grosses pincettes, on espère vraiment qu'Intel corrigera les problèmes de stabilité, d'autant plus puisque là, on réentend parler de Bartlett Lake, dont on avait déjà entendu parler il y a quelques mois, qui serait une nouvelle série de processeurs pour la plateforme LGA 1700 actuelle, qui serait encore et toujours un dérivé de Alder Lake et Raptor Lake. Alors, cette nouvelle série de processeurs arriverait pour le mois de janvier, et la grande différence avec les générations 13 et 14, comme vous le voyez ici, c'est que certaines des références auraient uniquement des gros corps, avec le core 9 qui aurait 12 P-core au lieu des 8 P-core et 16 I-core d'un 13 ou 14900K. Le core 7 serait en 10 corps et le core 5 en 8 corps. Alors, il y aurait également sur ce line-up là un refresh des processeurs actuels en version 65 watts maximum, avec un core 7 en 8 plus 16 au lieu du 8 plus 12 du 14700K actuel, qui consomme aussi beaucoup plus. Donc bon, le plus intéressant dans l'histoire, c'est surtout les processeurs sans i-core, c'est quelque chose qui aurait probablement intéressé beaucoup de joueurs, plutôt dans la vie de la plateforme LGA 1700. Puisque bon, les petits corps sont plus source de problèmes divers et variés pour les joueurs qu'un vrai plus la plupart du temps. Mais bon, si cette nouvelle série de processeurs arrive vraiment, ce sera aussi intéressant de comparer les écarts de performance en applicatif avec les processeurs actuels. Comparer le 12 gros corps avec du 8 plus 16, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce qu'il y a vraiment un si gros écart que ça? Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire ce type d'architecture hybride? Bon, on verra bien. Sinon, si vous vous demandez pourquoi Intel sort encore un autre refresh des processeurs actuels, alors perso, je pense que c'est tout simplement principalement une histoire de coût. Les futurs processeurs Arrow Lake sont très complexes et apparemment coûtent assez cher au niveau de la production. Et en plus de ça, ils arrivent aussi sur une nouvelle plateforme et une nouvelle série de cartes mères qui seront probablement pas données non plus au moment de la sortie, là où le marché est quand même encore toujours avec une forte quantité de cartes mères LGA 1700. Il y en a partout, c'est très facile de les acheter et elles sont plutôt bon marché. Donc sortir une nouvelle référence moins coûteuse que la future génération, ça paraît assez logique. C'est un petit peu ce que fait déjà AMD avec la plateforme M4 depuis quelques temps. Donc c'est pas forcément totalement inintéressant si ça arrive vraiment.
et on verra ce qui se passe dans les mois qui viennent, hein. Mais je suis pas forcément contre l'idée, mais j'aurais limite préféré que les processeurs sans petit corps arrivent bien plus tôt. Alors, toujours chez Intel, la même source sur Twitter indique le line-up supposé d'Arrow Lake S, donc les Core Ultra 200, la prochaine génération de processeurs sur PC de bureau, qui comporterait donc 18 références. Bon, c'est beaucoup, mais c'est pas vraiment hyper choquant, je dirais, de la part d'Intel, c'est toujours plus ou moins le cas. Alors, comme le montre le tableau récapitulatif sur Videocards, on irait du Core Ultra 9 285K au Core Ultra 5 200 quelque chose en bas de tableau, avec des découpages au niveau des P-Core et E-Core, un petit peu comme sur la génération actuelle, mais aussi quelques différences au niveau de la partie graphique intégrée, ce qui, et ce coup-ci, ce serait du ARC, là où avant, sur les PC de bureau, c'était encore des parties graphiques Iris, enfin les anciennes générations. Et donc là, comme on peut le voir ici, il y aurait des configurations avec 4 Xe-Core, d'autres avec 3 et d'autres avec 2 pour les moins performants. Par contre, on voit aussi qu'il n'y a pas de Core Ultra 3 sur cette gamme-là pour le moment, ce qui serait plus ou moins raccord avec ce qu'on entend dire sur les coûts de production pour cette nouvelle architecture. Ça vaudrait peut-être pas le coup de faire des plus petites puces, puisque là c'est une approche un petit peu par chiplet pour Intel, donc du coup ce serait pas illogique qu'Intel utilise l'ancienne génération, donc le Bartlett Lake dont on vient de parler dans la news d'avant, en tant qu'entrée de gamme. Mais bon, là aussi, c'est pas, ça en ferait pas la gamme la plus claire, et je suis pas fan des nouveaux noms, ça je l'ai déjà dit aussi, c'est un petit peu moins clair qu'auparavant à mon goût. Alors, vu qu'on parlait des processeurs AMD d'entrée de gamme, il y a justement une rumeur qui circule ces derniers jours, comme quoi AMD lancerait de nouveaux processeurs moins coûteux sur la plateforme AM5, avec un retour supposé des Ryzen 3 et même des Athlon. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient de temps en temps dans les commentaires, même, il y en a pas mal qui se demandent pourquoi AMD ne fait plus de Ryzen 3 par exemple, puisque c'est vrai qu'à une certaine époque, ils en sortaient régulièrement. Alors ici apparemment, ce serait du rebranding de Ryzen 7000 d'entrée de gamme, mais en portant l'architecture sur le 7N de chez TSMC au niveau du process de fabrication, qui coûte moins cher que le 5N qui est utilisé actuellement pour produire des processeurs comme le 7500F ou le Ryzen 7600. Donc le projet, ce serait de faire des équivalents de ces processeurs-là sur un process de fabrication plus ancien, pour que ça coûte moins cher. Alors, pourquoi pas, mais c'est vrai que ça va un petit peu à l'encontre de ce que faisait AMD ces derniers temps. C'est vrai que ça fait plusieurs générations que pour faire les puces d'entrée de gamme, ils laissaient les générations précédentes sur le marché, mais ils les vendaient moins cher. Et c'est vrai, par exemple, qu'on retrouve déjà les Ryzen 7500F ou 7600 entre 150 et 200 € actuellement. C'est d'ailleurs de plutôt bonnes affaires pour rentrer sur la plateforme AM5 par exemple. Mais bon, la question c'est surtout, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire cette nouvelle gamme? Personnellement, je suis assez mitigé, ça me paraît pas impossible, mais ce serait quand même se donner beaucoup de mal pour produire des processeurs d'entrée de gamme, puisque faire un backport, c'est-à-dire de porter une architecture sur sur un ancien process de fabrication, c'est quand même assez coûteux. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'embêter à faire tout ça pour vendre des puces moins de 150 balles? Je suis quand même un petit peu mitigé. Alors à moins qu'AMD souhaite un petit peu plus pousser la M5 chez les OEM, chez ses partenaires, les intégrateurs système et tout ça, pour des puces d'entrée de gamme. Ou peut-être que c'est une demande de leur part aussi d'avoir des puces un petit peu moins chères pour faire des PC entrée de gamme par exemple. Mais bon, en dehors de ça, je verrais pas vraiment l'intérêt. Donc bon, personnellement, je suis quand même un petit peu sceptique. Mais bon, on verra bien. Et après tout, pourquoi pas, si c'est vendu à un prix intéressant, si c'est vraiment pas cher. Bon, c'est vrai qu'un équivalent de Ryzen 7500F pour 100 balles, 120 balles, ça pourrait être très intéressant. Après, reste encore à voir ce que ça donnerait point de vue performance, aussi consommation et tout ça, sur un process plus ancien. Enfin bref, on verra bien. Et pendant qu'on est chez AMD, il y a une rumeur au niveau des tarifs pour les Ryzen 9000. Donc bon, c'est à prendre avec des giga pincettes ici, parce que les rumeurs au niveau des tarifs, c'est toujours quand même assez compliqué. Déjà parce que les tarifs sont souvent décidés un petit peu à la dernière minute, AMD n'a toujours pas communiqué sur le sujet, malgré le fait que les processeurs sortent dans environ une semaine et demie. Donc bon, quoi qu'il arrive, on devrait avoir la vraie version dans pas très longtemps des tarifs. Alors, la rumeur en question, ça proviendrait de quelqu'un qui bosserait chez Best Buy aux États-Unis, qui aurait déjà reçu les processeurs en vue du lancement, qui arrive dans pas très longtemps, et selon la personne, ils auraient beaucoup de stock de Ryzen 9700 et 9900X, mais pas tant que ça au niveau des Ryzen 9600 et 9950X. Mais bon, le plus intéressant, ce serait plus les tarifs supposés, puisqu'on serait sur 500 $ pour le 9950X, 400 pour le 9900X, 300 pour le 9700X et 229 pour le 9600X. Alors, si ce sont vraiment les bons tarifs,
ce serait une plutôt bonne nouvelle, je trouve, puisque ça me paraîtrait être les bons prix, entre guillemets, puisque là, on serait sur quelque chose qui fait sens vis-à-vis de ce qui est déjà disponible sur le marché actuellement par rapport au Ryzen 7000. Parce que, comme je le disais la dernière fois, si AMD sort les Ryzen 9000 au même prix que les Ryzen 7000 au moment de leur lancement, ce serait le meilleur moyen de se faire massacrer dans les tests, vu ce qu'on entend dire, et vu ce qu'AMD a déjà montré au niveau des performances, qui sont apparemment pas mauvaises du tout, mais pas de quoi payer un surcoût énorme vis-à-vis de la génération 7000 qui a énormément chuté au niveau du prix par rapport au tarif de sortie. Et la conclusion logique au niveau des tests, ce serait la même qu'à chaque fois qu'AMD nous sort des produits à des tarifs un petit peu débiles, ou pas franchement cohérents. À savoir, attendre plusieurs mois que les tarifs chutent au prix normal, vu que c'est ce qui se passe à chaque fois, ça prend environ 2-3 mois. Généralement, quand les prix au moment du lancement chez AMD sont pas bons, ça descend très très vite. Donc bon, on verra bien si ça se vérifie, mais je serais quand même plutôt agréablement surpris si ces tarifs supposés s'avèrent être les bons, même si vis-à-vis des tarifs en Europe, faut pas oublier non plus qu'il faudra faire la conversion plus rajouter 20% de TVA, ce qui nous amènera à des tarifs quand même un poil plus élevés. Alors, pendant qu'on est chez AMD, il y a quelques jours, il y avait une nouvelle version d'OBS qui permettait aux détenteurs de GeForce d'utiliser la nouvelle fonction de Twitch pour le multitrack streaming. À savoir que pour ceux qui n'ont pas accès au transcoding sur Twitch, donc les petits streamers la plupart du temps, le transcoding sur Twitch, c'est ce qui vous permet de changer la qualité des streams. Passer de 1080p à 720p et ainsi de suite. Donc là, cette nouvelle fonctionnalité, ça permet au streamer de transcoder lui-même, en configurant et en envoyant différents flux vers la plateforme, puisque les cartes graphiques sont capables d'encoder plusieurs flux en parallèle. Donc ça fonctionnerait maintenant aussi avec les cartes d'AMD, avec les drivers 24.4.1 au minimum. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque cette fonction, c'est un petit peu la première étape vers l'encodage de l'EV1 et du HEVC, le H265 sur Twitch, puisque là où Twitch est plutôt malin dans l'histoire, c'est que apporter le support de ces codecs, ça coûte beaucoup d'argent au niveau infrastructure, puisqu'il faut tout changer du H264 actuel avec des nouveaux serveurs qui prennent en charge les nouveaux codecs. Mais si du coup c'est les streamers eux-mêmes qui transcodent et qui envoient les flux vers la plateforme, Twitch a plus qu'à faire la passerelle, je dirais, ce qui leur revient du coup beaucoup moins cher que de mettre à jour tous leurs serveurs, et ça apporte aussi un petit peu plus de flexibilité au niveau des codecs pour le streamer lui-même. Donc bon, d'un côté c'est intéressant pour les streamers qui n'ont pas accès, je dirais, au transcoding, c'est intéressant pour les streamers d'avoir accès à des nouveaux encodeurs, mais c'est aussi très intéressant d'un point de vue financier pour Twitch qui se décharge un petit peu de certaines choses qu'il faisait auparavant. Donc bon, malgré tout, ça avance, puisqu'on aura enfin, je dirais à terme, l'EV1 et donc aussi le H265, et c'est une bonne nouvelle, puisque les RTX 4000, les RX 7000 et les cartes de chez Intel, les ARC, ils supportent tous l'EV1 depuis environ 2 ans, puisque toutes ces cartes sont sorties maintenant depuis quasiment 2 ans, et c'est vrai qu'on attend toujours que Twitch apporte le support de l'EV1, puisque ça permettrait quand même d'avoir une bien meilleure qualité d'image au niveau du streaming, ou aussi pour ceux qui ont une petite connexion, d'avoir une bien meilleure qualité d'image, je dirais vitesse de téléchargement équivalente, donc c'était vraiment tout bénef pour tout le monde. Toujours du côté de chez AMD, côté GPU, alors j'en avais pas parlé, mais le mois dernier, il y avait eu le retour de l'anti-lag 2, qui est grosso modo l'équivalent du reflex d'NVIDIA, pour diminuer la latence dans les jeux. Et si vous vous souvenez, la première version de l'anti-lag 2, elle avait eu son lot de problèmes quand même, parce qu'à la base, l'anti-lag 2 d'AMD, pour le faire, ils avaient utilisé une approche par les drivers, ce qui permettait d'aller très vite niveau implémentation, puisqu'il suffisait de faire des profils dans les drivers. Mais le problème, c'est que ça interférait avec les fichiers des jeux, et ça posait problème avec les détections d'anti-cheat des jeux compétitifs, et des joueurs s'étaient fait bannir de CS2, et Apex aussi apparemment, de mémoire. Donc du coup AMD avait dû retirer les drivers qui avaient eu l'anti-lag 2, en catastrophe, et la feature avait disparu du coup pendant plusieurs mois. Et donc la suite logique pour AMD, pour le retour de la techno, c'est d'implémenter celle-ci de la même manière qu'NVIDIA le fait pour le Reflex, à savoir en bossant avec les développeurs des jeux. Donc l'anti-lag 2, c'est déjà revenu sur CS2 le mois dernier, et là il arrive maintenant sur Dota 2, et donc il arrivera aussi probablement sur plus de jeux par la suite. Donc bon, c'est bien que ce soit de retour, par contre, comme souvent, c'est vrai aussi qu'NVIDIA a quand même une sacrée longueur d'avance au niveau du support de la techno, qui non seulement permet de baisser la latence dans les jeux compétitifs, mais c'est aussi bénéfique pour réduire la latence rajoutée avec le frame generation. Donc bon, on espère que la techno arrivera dans plus de jeux rapidement, pour les détenteurs de cartes AMD aussi,
Et peut-être que ce serait intéressant pour AMD d'essayer de faire comme Nvidia, à savoir de imposer, je dirais entre guillemets, l'anti-lag 2 pour les jeux qui ont le FSR 3 Frame Generation aussi, par exemple. Ça permettrait peut-être d'accélérer un petit peu la chose. Et toujours chez AMD, mais du côté APU, avec Strixpoint, qui équipera donc les Radeon 880M, qui serait basé sur RDNA 3.5. Alors là, c'est une fuite en provenance de chez Asus. Apparemment, cette nouvelle version de l'APU d'AMD apporterait 15% de performance en plus que le Radeon 780M à configuration identique. Donc ça, c'est pour le 880M qui a donc 12 compute units, mais AMD aura aussi dans les cartons une version avec 16 compute units, une 890M qui serait du coup encore plus performante. Et ça pourrait être plutôt sympa, puisque bon, le 780M, je l'ai testé avec le 8700G et dans un mini PC de chez Minis Forum dernièrement, et ça permet de jouer à pas mal de choses quand même si ça reste assez faiblard, même en 1080p dans les derniers jeux, mais on peut jouer quand même à pas mal de choses. Et c'est vrai que petit à petit, ça se rapproche quand même pas mal des GPU d'entrée de gamme sur laptop par exemple, ce qui est pas si mal pour une petite partie graphique dédiée. Alors on passe ensuite chez Nvidia avec une ouverture open source de leur kernel au niveau des drivers, ce qui sur le papier pourrait être une assez bonne nouvelle pour les Linuxiens. Alors après, de ce que j'ai lu à droite à gauche, je suis pas expert au niveau de Linux, ça paraît quand même loin d'être une grande ouverture, et c'est pas vraiment ce que les utilisateurs de Linux attendraient point de vue gaming, même si bon, chaque petite avancée est sûrement bonne à prendre, mais vu la position d'Nvidia, c'est pas hyper surprenant non plus que l'ouverture soit plutôt timide. Je pense qu'ils laissent juste le strict nécessaire en open source quand ça aide certaines applications côté professionnel, ce qui est sûrement le cas ou la raison ici je pense, mais pour le gaming, je pense pas qu'ils aient une quelconque, qu'ils aient vraiment un quelconque intérêt à passer en full open source pour le moment. Mais bon, de ce que j'en comprends, au niveau de l'ouverture open source du kernel, au niveau des drivers pour Linux et tout ça, ça change apparemment pas grand chose. Et pendant qu'on est chez Nvidia, j'ai eu l'occasion d'assister à un événement presse la semaine dernière. Nvidia avait invité des membres de la presse française et aussi européenne, donc il y avait des Anglais, des Espagnols, des Allemands, dans leurs locaux de Munich, où je me suis rendu afin d'assister aux différentes démos du Computex. Donc il n'y avait rien de vraiment nouveau, mais c'était quand même assez intéressant de pouvoir voir du coup directement, par exemple Ace, le système de PNJ avec intelligence artificielle, et c'est quand même plutôt bien foutu, même s'il y avait, on a eu quand même quelques petits problèmes techniques pendant la démo, mais bon, c'est aussi du work in progress. Donc bon, il y avait la démo du Computex, avec la mission d'espionnage et tout ça, il y avait aussi une autre démo d'un développeur tiers, et ici c'était Perfect World, un éditeur chinois. Donc c'est intéressant de voir que de gros éditeurs tiers s'y intéressent aussi, et que il y ait déjà des démos déjà fonctionnelles de la part d'autres éditeurs aussi, et pas juste d'Nvidia. Et apparemment, même Ubisoft aurait déjà des démos qui seront en circulation au niveau démos technologiques, basées sur Ace, et même si la techno Ace en elle-même ça sera probablement pas utilisé dans les AAA avant quelques temps, on perçoit quand même aussi le potentiel de la chose pour rendre les PNJ un petit peu plus interactifs, mais aussi pourquoi pas des applications de cette technologie-là en dehors du gaming, pour faire des guides dans les boutiques ou ce genre de trucs. C'est vrai que ça paraît plutôt intéressant à plein de niveaux. Après on verra bien ce qui ressort, mais c'est vrai que là, la démo à laquelle on a pu assister, ça semble marcher plutôt pas mal, et c'est vrai qu'il y a plein d'applications possibles dans les jeux. Donc je suis quand même assez curieux de voir ce que ça va donner par la suite et comment ça se traduira dans des vrais jeux à un moment ou à un autre. Puisque là, on perçoit que le truc est intéressant, c'est plutôt rigolo, même si c'est toujours un petit peu bizarre de parler, je dirais directement, à un PNJ. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être plutôt sympathique, et ça pourrait ouvrir à des expériences assez intéressantes. Après, à voir s'il n'y a peut-être pas des jeux indés qui arriveront un petit peu plus vite que de jeux des gros studios qui utiliseraient la techno. On verra bien, mais ça c'était quand même plutôt intéressant. Alors après on a également pu voir la démo du projet J-Assist, qui est l'assistant intelligence artificielle intégré directement dans les jeux. Alors, on nous a bien rappelé que c'est un projet, et que rien ne dit que ça verra le jour dans un jeu avant un bon moment, mais là aussi, c'était plutôt intéressant. Il y avait la démo sur le jeu Ark, donc le J-Assist, ça permet par exemple aux joueurs d'interroger une IA dans une petite fenêtre du jeu pour avoir des infos sur le jeu lui-même, puisque celle-ci, elle est capable d'observer ce qui se passe à l'écran, et grosso modo, c'est un assistant qui permet d'apporter des réponses que les développeurs veulent bien laisser aux joueurs. Par exemple, vous pouvez demander qu'est-ce que je dois faire, comment je peux monter sur un dinosaure, comment je peux crafter telle ou telle arme,
quel talent je dois utiliser, qu'est-ce qui est le plus intéressant, ce genre de truc, ou ben, qu'est-ce que c'est que ce dinosaure que je vois à l'écran. L'IA est capable d'apporter des réponses à tout ça. Alors après, moi, une des craintes que j'avais quand j'avais entendu parler de l'outil au Computex, ben, c'est que celui-ci se baserait par exemple sur des wikis externes. Ce qui, enfin, ça pourrait quand même mettre à mal ben, les sites de guide et ce genre de trucs. Donc, ce qu'on nous a expliqué, ben, c'est que c'était pas dans l'intérêt des développeurs qui implémenteraient la techno de laisser le J-Assist piocher des choses sur le net directement, car ça pourrait ouvrir la porte à des choses pas très claires en réalité, et donc que si la techno arrive à un moment ou à l'autre, ce serait quand même plutôt cloisonné, et ce serait toujours sur le contrôle des développeurs eux-mêmes, puisqu'ils vont pas laisser accès à l'IA pour aller piocher des trucs à droite à gauche sur le net. Ce serait pas vraiment... Enfin, ce serait pas une bonne chose, et je peux comprendre pourquoi, ça pourrait vite partir en cacahuète. Et l'autre utilisation du J-Assist, c'est l'analyse des performances du GPU. Par exemple, on peut choisir de mettre un cap de FPS en demandant directement au J-Assist. On peut aussi lui demander d'overclocker le GPU, et à terme, apparemment, on pourrait aussi changer les settings, enfin, ça pourrait changer les settings à la volée dans les jeux, ce qui pourrait être plutôt intéressant pour ajuster, je dirais, les performances du jeu selon le matos de manière un petit peu plus directe. Et c'est vrai que pour ceux qui sont pas à l'aise avec les menus, avec les différents settings dans les jeux, ça peut être plutôt intéressant. Donc bon, là aussi, pendant la démo, il y a eu quelques petits soucis techniques qui ont dû redémarrer la démo une ou deux fois, et on nous a bien précisé du coup que c'était aussi un projet, et que c'était loin d'être prêt ou d'arriver, mais bon. Je pense qu'on reverra le J-Assist par la suite, ça évoluera probablement dans le temps, tout comme le Ace, le PNJ, tout ça, ça avait déjà aussi pas mal évolué au fil des années. Alors on a également pu voir quelques PC en small form factor, ça aussi j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le Computex, mais bon, grosso modo, l'initiative SFF chez Nvidia, c'est plus ou moins des guidelines pour les fabricants de boîtiers, qui permet donc de faire des combos GPU-boîtier en small form factor et avoir une liste de matériel compatible. Alors, c'est plutôt cool, je trouve l'initiative plutôt sympathique. Après, j'avoue que pour certains combos de ce qu'on a pu voir, on a vu par exemple une 4080 Pro Art de chez Asus sur un petit boîtier fractal, c'était vraiment au poil de cul, donc ça passait, mais c'était vraiment, je dirais, limite. Bon, après, je pense pas que ça pose des problèmes, mais c'est vrai que après, reste à voir ce que ça donne au niveau de la chauffe, du bruit et tout ça. Mais bon, au moins, je dirais qu'on a une liste de GPU qui passe dans une liste de boîtiers. Ça rend les choses quand même un petit peu plus simples. Il y avait également une autre démo autour du RTX Remix. Le Remix, c'est l'outil de modding qui passe en surcouche dans les jeux rétro, qui permet de modifier l'aspect graphique des jeux sans avoir à toucher au code du jeu lui-même. C'est un petit peu ce qu'NVIDIA avait présenté avec le Portal RTX. Et donc ce qui était intéressant dans cette démo-là, c'est que c'est une nouvelle fonctionnalité du RTX Remix, c'était que maintenant il peut être combiné par exemple avec Confi UI, qui permet donc d'utiliser l'intelligence artificielle par exemple pour générer des textures en quelques clics et de pouvoir observer la chose, le résultat directement dans les jeux. C'est plutôt pas mal foutu, et c'est vrai que Remix, je trouve que c'est vraiment une technologie hyper intéressante chez Nvidia, et on attend aussi de voir ce que ça donnera dans plus de titres que ce qu'on a eu jusqu'ici, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a eu que vraiment Portal RTX, et bon, depuis que le Remix passe en open source et tout ça, qui c'est en bêta maintenant je pense que c'est un petit peu plus ouvert que ça n'était auparavant. Et en dehors de ça, il y avait quelques autres démos autour du DLSS, de Confi UI et tout ça, mais rien de vraiment nouveau sur ces sujets-là. Et sinon, c'était mon premier press tour, et c'était quand même assez intéressant de pouvoir discuter aussi un petit peu avec les ingés de chez Nvidia. Alors évidemment, j'ai essayé de gratter des infos sur la future génération, mais vous vous doutez bien qu'on nous a rien dit de vraiment croustillant, même si, quand j'ai demandé s'il y avait du nouveau sur la techno de compression de texture par intelligence artificielle, qui avait été présenté l'année dernière par Nvidia, on m'a dit que ça reviendrait dans pas trop longtemps. Et perso, je pense qu'on verra de plus en plus d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le pipeline du rendu dans les jeux par la suite. Alors après, quelle forme ça pourrait prendre et comment ça se combinera avec les futures générations de cartes graphiques, j'en sais rien, mais bon, ça semble quand même être une des voies probables pour la suite, puisque bon, même AMD, je dirais, a parlé aussi de compression de texture par IA il y a quelques semaines, c'est pas pour rien je pense. Et en dehors de ça, c'était aussi intéressant de pouvoir rencontrer différents confrères de la presse un petit peu plus tradis, je dirais, puisqu'il y avait des journalistes de différents sites, comme Frandroid, Canard PC, Les Numériques, Gamecult, et c'est toujours quand même assez intéressant d'échanger et de sympathiser, donc dans l'ensemble, c'était une plutôt bonne expérience, même si j'ai eu quelques petits soucis de transport au niveau du retour.
Mais bon, j'ai au moins échappé au désastre des pannes CrowdStrike et Microsoft hein, qui ont eu lieu hier. Donc bon, j'ai eu des problèmes, mais ça aurait pu être pire aussi. Et aussi l'autre gros problème, hein, c'est que les bières allemandes, c'est vraiment pas terrible du tout, comparé à ce que je retrouve ici dans le nord, ou la bière belge, hein, qui est quand même largement meilleure. Après bon, j'ai pas fait de vlog, j'ai déjà pas le matos pour le faire. Après je pense pas que ça vous intéresserait non plus des masses, mais bon. Il y a pas mal de creux, donc je me suis dit que ce serait sympa de parler un petit peu de Spress Tour sur la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse et que vous voulez soutenir la chaîne, il y a les machins YouTube, c'est débile, mais ça aide vraiment, donc pensez-y. Et merci aussi à tous les membres de la page Ko-fi et aux membres soutien YouTube, ça aide vraiment la chaîne à survivre, donc de gros poutous à vous. Et on se retrouve aussi très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!